Goedemorgen, vrijdag 19 februari. Opnieuw geven we jullie een stand van zaken van de pandemie en van de maatregelen die gelden in ons land. En daarvoor geef ik het woord aan Steven van Gucht. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. De besmettingscijfers, de ziekenhuisopnames en de overlijdens zijn opnieuw gedaald op weekbasis. Het aantal patiënten op intensieve zorgen lijkt echter niet meer te dalen. En de besmettingscijfers van de laatste dagen geven ook aan dat we binnenkort opnieuw stijgende weekcijfers kunnen verwachten. Wanneer we dus wat uitzoomen op de curve, kunnen we stellen dat de plateaufase in de coronacijfers nog steeds verder aanhoudt. Gezien het feit dat winkels, scholen en kappers open zijn en de winter nog steeds in het land is dat zeker geen slechte prestatie. Deze cijfers tonen wel aan dat we nog steeds in een fragiel evenwicht met het virus verkeren. Betere tijden komen er ongetwijfeld aan, maar nu baten vooral geduld en volharding. Het is moeilijk, maar hou vol, geduld zal lonen. De afgelopen week werden er gemiddeld 1813 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een afname van 12% op weekbasis. Het aantal testen is ook gedaald met 17% en het percentage positieve testen blijft stabiel rond 5,2%. Alles wijst dus op een stabilisatie. De daling doet zich voornamelijk nog voor in Vlaanderen met min 12% en Wallonië met min 16%. Dat is de daling op weekbasis. Terwijl we in het Brussels hoofdstedelijk gewest terug een lichte stijging optekenen met plus 1%. Ook in de provincie Luxemburg is er een lichte toename van 1%. De besmettingen zijn gedaald bij alle leeftijdsgroepen. De grootste afnames vinden we terug bij kinderen en tieners met min 22%, gevolgd door de 90-plussers met min 20%. De voorbije 2 weken werden naar schatting 37,4% van de besmettingen veroorzaakt door de Britse variant en 4,6% door de Zuid-Afrikaanse variant. Het percentage besmettingen met de Britse variant is daarmee licht gestegen tegenover verleden week, maar dat is wel een stuk minder snel dan initieel gevreesd. De Braziliaanse variant komt zelden voor met slechts een handvol meldingen. De nieuwe ziekenhuisopnames liggen opnieuw wat lager dan vorige week. De voorbije week waren er gemiddeld 120 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. Dat is 4% minder dan de week ervoor. Deze daling is vooral te danken aan minder ziekenhuisopnames vanuit de woonzorgcentra. Om dit te illustreren kunnen we kijken naar het percentage mensen die opgenomen worden in het ziekenhuis die afkomstig zijn van woonzorgcentra over de tijd. En dan zie je dat bijvoorbeeld in december vorig jaar 18% van de patiënten in het ziekenhuis uit een woonzorgcentrum kwam, terwijl dat nu nog slechts 8,5% bedraagt. Dit is een mogelijk teken, eerste teken dat het vaccin zijn werk begint te doen. Er liggen vandaag in totaal 1589 patiënten in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een daling van 3%. Opvallend is wel dat het aantal patiënten op intensieve zorgen heel licht is toegenomen in de voorbije dagen. Momenteel gaat het om 313 patiënten op intensieve zorgen en dat is 6% meer dan vorige week. We zien deze toename in het merendeel van de provincies, maar vooral in Oost-Vlaanderen en Henegouwen. Beide provincies zijn bovendien ook verantwoordelijk voor meer dan een derde, of 36%, van alle bezette intensieve zorgenbedden. De overlijdens gaan gelukkig wel in verder dalende lijn.
Gemiddeld vielen er de afgelopen week 39 overlijdens per dag te betreuren. Dat is 8% minder dan de week ervoor. Ondertussen hebben zo'n 378.000 Belgen een eerste dosis van het COVID-vaccin gekregen en 230.000 hebben een tweede dosis gekregen. Ongeveer 17% van de 80-plussers kreeg reeds een eerste inenting en 14% kreeg reeds de tweede inenting. Vervolgens de woonzorgcentra. Betreft de woonzorgcentra hebben we vandaag vooral goed nieuws. Met het vaccin hebben we een machtige bondgenoot en die begint mogelijk stilaan zijn eerste goede werken te doen. Alle parameters in de woonzorgcentra, waaronder het aantal besmettingen, uitbraken, ziekenhuisopnames en overlijdens, dalen momenteel. Het aantal nieuwe besmettingen daalde de voorbije week opvallend. Van 4,5 besmettingen per 1000 bewoners naar 2,9 per 1000 bewoners in Vlaanderen. Van 3 naar 2,4 per 1000 bewoners in Wallonië. En van 4,7 naar 1,7 per 1000 bewoners in Brussel. 12% van de Vlaamse woonzorgcentra rapporteert minstens 1 COVID-besmetting. Verleden week was dat nog 14%. In Wallonië betreft dat 10% van de woonzorgcentra, tegenover 12% in de week ervoor. En in Brussel betreft het 11% van de woonzorgcentra, tegenover 13% in de week ervoor. Grote uitbraken zijn zeldzaam. Het gaat om 3% van de woonzorgcentra in Vlaanderen, tegenover 5% in de week ervoor. Slechts 1% van de woonzorgcentra in Wallonië en Brussel kampen met een grote uitbraak. Verleden week was dat nog 2 tot 3%. Zoals u op deze figuur kan zien, is ook het aantal ziekenhuisopnames vanuit de woonzorgcentra verder gedaald. Dit is gezakt met 29% op 1 week tijd. Ook het aantal overlijdens is opnieuw gedaald in vergelijking met vorige week. In de voorbije week, in vergelijking met de week ervoor. In de voorbije week zijn 146 bewoners in een woonzorgcentrum gestorven aan COVID. De week ervoor waren dat er nog 158. En tenslotte zouden we ook nog een woordje willen zeggen over het AstraZeneca-vaccin. We krijgen heel vaak berichten van mensen die ongerust zijn dat dit vaccin minder goed zou werken dan bijvoorbeeld het Pfizer- of Moderna-vaccin, dat het een minderwaardig vaccin zou zijn. En wij zouden dit ten stelligste willen ontkrachten. Sinds 12 februari is AstraZeneca beschikbaar in België. Het is daarmee het derde vaccin dat op de markt is gekomen in België. Door voorbarige communicatie is er nogal wat verwarring en ongerustheid ontstaan over de werkzaamheid van het AstraZeneca-vaccin. Zo maakt men zich in Zuid-Afrika zorgen omdat gevaccineerde mensen soms nog milde of matige symptomen ontwikkelen wanneer ze besmet werden met de Zuid-Afrikaanse variant, ook na een vaccinatie. Er is echter geen indicatie dat het vaccin niet zou beschermen tegen ernstige klachten. En bescherming tegen ernstige klachten is juist cruciaal, want dit voorkomt dat mensen in het ziekenhuis terechtkomen. En dat is ook de belangrijkste reden waarom we vaccineren. Verder is er ook verwarring ontstaan omdat het vaccin in een aantal landen, waaronder België, enkel goedgekeurd werd voor de leeftijd van 18 tot 55 jaar en nog niet voor ouderen. Dit is niet omdat het vaccin minder goed zou werken bij ouderen. Dit is enkel omdat er nog te weinig data zijn bij de 65-plussers of bij de 55-plussers. We wachten momenteel nog op de resultaten van een grote klinische studie die loopt in de Verenigde Staten,
waar heel veel oudere mensen zijn ingesloten. Die resultaten moeten nog bekendgemaakt worden. We hebben daar nog geen toegang toe. En we wachten ook op de resultaten van de grote vaccinatiecampagne die momenteel al meerdere weken loopt in het Verenigd Koninkrijk en waar men ook oudere mensen met het AstraZeneca-vaccin vaccineert. Zodra dat die data beschikbaar zijn, kan de Hoge Gezondheidsraad een nieuwe evaluatie doen. Het is belangrijk om daarbij ook te vermelden dat de Wereldgezondheidsorganisatie reeds vorige week gesteld heeft dat het vaccin wel kan toegediend worden aan mensen ouder dan 65 jaar. En ook het Europees Geneesmiddelenagentschap heeft het vaccin in principe goedgekeurd voor alle leeftijden. De klinische studies rond het AstraZeneca-vaccin hebben aangetoond dat een volledig vaccinatieschema, dat bestaat uit 2 dosissen met 12 weken tussen, een werkzaamheid heeft van 82% tegen alle vormen van COVID. Dus ook de milde symptomen. Als we specifiek kijken naar de werkzaamheid van het vaccin tegen ernstige ziekten, ziekenhuisopname en overlijden, dan zitten we zelfs aan 100%. Dat zijn ontegensprekelijk goede resultaten. Het AstraZeneca-vaccin is dus, net als het Pfizer- en Moderna-vaccin, een goed vaccin. Er zijn landen die enkel zullen beschikken over het AstraZeneca-vaccin. In België hebben wij de luxe om vandaag al te kunnen beschikken over 3 verschillende vaccins. We hebben de mogelijkheid om Pfizer- en Moderna-vaccins reeds te reserveren voor de alleroudsten. Hun doeltreffendheid bij deze leeftijdsgroep was al bewezen. En uit bijkomende gegevens zal nu ook moeten blijken of het AstraZeneca-vaccin even goed werkt bij oudere mensen als bij jonge mensen. Van zodra we beschikken over die data, kan er snel bijgestuurd worden. Een belangrijk doel van de vaccinatiecampagne is de allerergste COVID-ziekte voorkomen. Dus mensen uit het ziekenhuis houden en overlijdens vermijden. Alle vaccins waarover we momenteel beschikken in België zijn daartoe uiterst geschikt. Dank u voor uw aandacht. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, actuellement, les taux d'infection, les hospitalisations, les décès sont tous encore en diminution. Cependant, le nombre de patients en soins intensifs ne semble plus guère diminuer, peut-être d'ailleurs augmenter depuis quelques jours, et une petite augmentation du nombre de nouvelles infections fait que nous pourrions, je dis bien nous pourrions, c'est du conditionnel, avoir une légère augmentation du nombre de cas dans les jours qui viennent. En tout cas, actuellement, dans la situation actuelle, nous sommes toujours sur le plateau que nous connaissons maintenant depuis pratiquement 3 mois. Ceci dans un contexte, si on l'a déjà rappelé à plusieurs reprises, où les magasins sont ouverts, les écoles sont ouvertes, en dehors des vacances actuelles, bien sûr, et dans lequel certains métiers de contact, comme les coiffeurs, ont pu rouvrir. Nous sommes toujours aussi en hiver, et ceci est un contexte dans lequel les résultats que nous avons actuellement sont pour le moins positifs. Des temps meilleurs vont certainement venir, non seulement parce que le printemps va arriver, mais parce que la couverture vaccinale va s'étendre de plus en plus. Mais actuellement, dans ce contexte de plateau, une persévérance dans les précautions que nous prenons, une patience supplémentaire, et je sais qu'elle n'est pas facile pour une bonne partie d'entre nous, est encore nécessaire. Il faut tenir bon et cette patience paiera dans un délai qui n'est pas trop long. Au niveau des chiffres, nous avons actuellement 1813 nouvelles contaminations par jour. Ceci est une diminution encore de l'ordre de 12% sur base hebdomadaire, mais il faut bien constater que aussi, probablement dans le contexte justement de fermeture des écoles, nous avons une diminution du nombre de tests qui est de l'ordre de 17%. Le pourcentage de tests positifs reste extrêmement stable et varie entre 5 et 5,4% à peu près. Il est de 5,2% actuellement. Et donc tout ceci entre toujours bien dans le contexte de stabilisation dont nous vous parlions.
Cette baisse du nombre de contaminations, vous le voyez sur la carte, est principalement observée en Wallonie avec moins 16% et en Flandre avec moins 12%. Au niveau de Bruxelles-Capitale, la situation est assez stable, il y a plus 1%. Et vous voyez que parmi les différentes provinces, on a plus 1%, donc une situation stable aussi au niveau du Luxembourg. Simplement, elle n'accompagne pas la diminution plus nette qui est observée dans les autres provinces ou les autres régions. Si on s'intéresse au nombre de nouveaux cas, en nombre absolu, c'est toujours actuellement en Flandre orientale, suivi d'Anvers et de Bruxelles, que ce nombre de cas est le plus important. Si sur la diapositive suivante, on s'intéresse aux tranches d'âge, on se rend compte effectivement que le nombre d'infections diminue essentiellement chez les enfants et les adolescents, moins 22%, suivi des personnes les plus âgées, celles de 90 ans ou plus, avec moins 20%. Je pense que vous êtes nombreux à vous intéresser à savoir où en sont les variants dans notre pays. On peut dire que pour les 2 dernières semaines, on estime qu'il y a 37,4% des infections qui sont causées par le variant britannique, donc un gros tiers des cas. Qu'il y a 4,6% qui sont liés au variant sud-africain. Cette présence du variant britannique, même si elle est conséquente, plus d'un tiers des cas, on l'a dit, montre une légère augmentation par rapport à la semaine précédente, mais une augmentation qui est moindre que celle que l'on a pu craindre. Le variant brésilien vient d'apparaître, ou plutôt vient d'être détecté sur notre territoire. En faible quantité, il y a actuellement 8 cas qui ont été reconnus. Si on s'intéresse aux hospitalisations, là aussi, elles sont un peu moins nombreuses que la semaine précédente. On a eu en moyenne 120 nouvelles admissions à l'hôpital par jour. Et on voit très bien sur la courbe qui est devant vous que ceci est une situation qui reste elle aussi sur un plateau. C'est 4% de moins que la semaine précédente. C'est essentiellement lié au fait qu'il y a actuellement moins d'admissions venant de personnes issus des maisons de repos et des maisons de repos et de soins. En décembre, pour vous donner un exemple, 18% des patients qui étaient admis à l'hôpital venaient des maisons de repos et des maisons de repos et de soins, alors qu'il n'est plus que de 8,5% actuellement. Ceci est probablement un premier signe montrant l'impact de la vaccination dans les maisons de repos qui ont été les premières couvertes à partir de début janvier. Ceci nous amène à avoir actuellement un peu moins de 1600 patients, en l'occurrence 1589 patients hospitalisés pour Covid, ce qui représente une baisse de 3%. On vous le signalait en préambule, on a effectivement une situation un peu en contraste au niveau des soins intensifs, puisque à ce niveau-là, on a 6% d'hospitalisation en plus, en l'occurrence 313 patients qui sont en soins intensifs, essentiellement représentés par des patients issus de Flandre orientale et du Hainaut. Ces 2 provinces, au niveau des soins intensifs, forment 36% de l'ensemble des lits pour notre pays, actuellement occupés par des patients Covid. Au niveau des décès, heureusement, on continue à avoir une légère diminution puisque nous déplorons 39 décès et vous marquez à nouveau qu'on est entre 39 et 42 décès par jour depuis déjà un certain temps. Ce nombre de décès est 8% de moins que ce qu'on avait sur la moyenne de la semaine précédente. Chiffres plus encourageants, ce sont les chiffres de la vaccination qui, même si elle a eu un certain ralentissement durant la dernière semaine, nous montrent qu'actuellement nous avons eu 378 000 patients qui ont été plutôt citoyens, pas patients, qui ont été vaccinés dans notre pays par rapport à 350 000 lors de notre dernière conférence dont on parlait de ce sujet, et 230 000 plutôt que 130 000 ont reçu leur 2e dose. Il est très clair que la 2e dose a occupé beaucoup de la place de la vaccination actuellement, essentiellement dans les maisons de repos et dans le personnel de santé des hôpitaux. Nous avons ainsi une couverture de 17% des plus de 80 ans de notre pays qui ont reçu une première vaccination et de 14% qui ont reçu une 2e vaccination. Thème habituel du vendredi, les maisons de repos et de soins. Et là, on peut dire que nous avons une éclaircie persistante puisque
tous les facteurs, qu'il s'agisse des contaminations, qu'il s'agisse des groupes importants, des clusters significatifs, qu'il s'agisse des décès, qu'il s'agisse des hospitalisations, tout va dans le bon sens à ce niveau-là. Tous les paramètres sont en baisse. Si on s'intéresse au nombre de nouveaux cas par 1000 résidents dans les maisons de repos, on se rend compte qu'en Wallonie, on est passé de 3 à 2,4, à Bruxelles de 4,7 à 1,7 et en Flandre de 4,5 à 2,9. Autre paramètre, le nombre de maisons de repos dans lesquelles on a eu au moins un cas. On est passé dans ce contexte-là de 12% des maisons de repos en Wallonie à 10%, de 13% à 11% à Bruxelles et de 14% à 12% en Flandre. Si on s'intéresse aux grands foyers, ceux de plus de 10 cas, on passe de 2-3% en Wallonie-Bruxelles à 1% et en Flandre de 5% à 3%. Dans le dernier graphique, vous allez voir effectivement le nombre d'hospitalisations venant des maisons de repos et de soins qui a continué à diminuer. On vous l'a déjà signalé avec une chute de 29% en une semaine. Enfin, le nombre de décès chez des résidents de maisons de repos et de soins est passé de 158 à 146 entre la semaine précédente et celle-ci. Thème de la journée, vous donner les informations fiables concernant le 3e vaccin qui est apparu en Belgique, le vaccin d'AstraZeneca. Ce vaccin est apparu depuis le 12 février et donc vient enrichir notre arsenal qui était composé jusqu'à présent de vaccins ARN messager de la firme Pfizer ou de la firme Moderna. Il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de discussions et beaucoup d'informations, je dirais, entachées d'erreurs concernant ce vaccin. En partie liées au fait que, dans un pays comme l'Afrique du Sud, par exemple, ils ont temporairement arrêté cette vaccination parce que, avec les souches sud-africains, dans leur population, une partie des gens vaccinés présentaient encore des symptômes légers à modérés de l'infection s'ils étaient infectés par cette souche spécifique. Rien n'indique, par contre, en Afrique du Sud aussi, que cette vaccination ne protège pas contre les formes graves. Or, la protection contre les formes graves est cruciale. C'est elle qui nous intéresse en santé publique, c'est elle qui pose un problème tant pour l'individu qui est hospitalisé et qui risque de décéder que pour la conservation d'un système de santé qui soit adéquat. Il faut éviter au maximum que les personnes n'arrivent au niveau de l'hôpital. Il existe aussi une certaine confusion concernant les tranches d'âge couvertes par ce vaccin. Un certain nombre de pays, dont la Belgique, ont décidé de n'administrer ce vaccin que dans la tranche d'âge entre 18 et 55 ans pour la Belgique, 65 ans pour d'autres pays, et pas à des personnes âgées de plus de 55 ou de 65 ans. Ceci n'est pas le fait que ce vaccin ne fonctionne pas ou ne pose des problèmes chez les personnes dans les tranches d'âge les plus âgées, mais simplement parce que les données sont extrêmement limitées ou parfois totalement absentes dans les tranches d'âge en question. Nous attendons très clairement des données supplémentaires pour ces tranches d'âge qui doivent venir d'une part d'une large étude qui est en cours et qui se termine aux États-Unis où un tiers de la population de l'étude avait plus de 65 ans et aussi avec beaucoup d'impatience des données du terrain de la vaccination en Grande-Bretagne où depuis début janvier les Anglais ont vacciné massivement, y compris dans les maisons de repos, avec le vaccin AstraZeneca. Ces données devraient être disponibles dans les semaines qui viennent et pourraient faire réévaluer, bien sûr, notre position à ce moment-là. Il faut souligner que des structures comme l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la semaine dernière qu'elle reconnaissait ce vaccin comme étant adéquat jusqu'à, y compris, des personnes de plus de 65 ans. Et que dans l'agrément donné par l'Agence européenne du médicament, l'EMA, il n'est pas dit qu'on ne peut pas le donner. Il est dit que ce vaccin est en principe sans restriction d'âge. Dans un schéma de vaccination tel qu'il a été adopté par la Belgique pour le vaccin AstraZeneca, avec 12 semaines d'intervalle, et pas 4 à 8 semaines, mais 12 semaines d'intervalle entre les deux injections, il faut bien savoir qu'on a alors une efficacité de l'ordre de 82%,
sur les formes légères à modérées de la pathologie. Et que si on considère les formes graves, celles qui entraînent une hospitalisation, éventuellement même un décès, on a une protection de 100%. Ce qui est indéniablement d'excellents résultats et qui montre que ce vaccin, dans le groupe d'âge pour lequel on a des données, est un vaccin qui rejoint les vaccins de Pfizer et de Moderna quant à leur impact en santé et en santé publique. Il est clair aussi que de par le monde, essentiellement en dehors de l'Europe, un certain nombre de pays ne disposent que du vaccin d'AstraZeneca. Nous avons en Belgique, comme dans beaucoup de pays européens, la chance d'avoir plusieurs vaccins, d'avoir aussi d'autres vaccins comme les vaccins à ARN. Et ceci nous permet de réserver ces vaccins aux personnes les plus âgées, les plus fragiles pour, je le dis à nouveau, lesquelles nous ne disposons pas encore actuellement des données pour le vaccin AstraZeneca. Dès que des données complémentaires seront disponibles, eh bien, éventuellement, nous reverrons bien sûr notre position et ceci vous sera alors communiqué. Il faut vraiment insister sur le fait que le principe des campagnes de vaccination, telles qu'elles sont pratiquées ici, dans un cadre d'une pandémie, c'est de prévenir les formes les plus sévères de la pathologie. Et pour ceci, tous les vaccins dont nous disposons actuellement en Belgique montrent une protection adéquate et peuvent être administrés en toute sécurité. Merci beaucoup. Goedemorgen. Wie de berichtgeving rond COVID-19 de laatste tijd volgt, wordt over en weer geslingerd tussen pessimisme, bijvoorbeeld het opduiken van nieuwe varianten, en optimisme. Er is een vaccin en we zitten al weken op een plateau. Op basis van deze berichtgeving worden er speculaties gedaan over het al dan niet versoepelen van maatregelen en de timing hiervan. Maar laten we ons vooral kijken naar de realiteit. En de realiteit is dat we dankzij onze gemeenschappelijke inspanningen erin zijn geslaagd om een dramatische situatie om te buigen in een meer beheersbare situatie. Dit was niet eenvoudig. Denk maar aan de inspanningen die we allemaal hebben geleverd tijdens de kerstperiode. Maar het is ons wel gelukt. We willen iedereen, van jong tot oud, dan ook uitdrukkelijk bedanken voor deze reeds geleverde inspanningen. Dankzij deze collectieve inspanningen zijn we nu al een aantal weken op een plateau. Dit plateau is echter nog veel te hoog en moet en zal naar beneden gaan. De kritieke succesfactor om hierin te slagen is al een jaar dezelfde, namelijk ons gedrag. Ons gedrag bepaalt de curve en de evolutie van de pandemie en de bijhorende maatregelen. Ons gedrag in combinatie met het vaccin en een testing- en tracingbeleid zullen ervoor zorgen dat de curve zal dalen. Maar voor alle duidelijkheid, het is een en-verhaal en geen of-verhaal. We kunnen niet kiezen tussen of het vaccin of de maatregelen. Het is de combinatie dat succesvol zal zijn. Dus als u dit weekend profiteert van het eerste lenteweer, respecteer dan de gekende basisregels. Buiten mag je samen zijn met maximum 4 personen. Hierbij moet je steeds de social distancing respecteren. Kinderen tot en met 12 jaar tellen voor alle duidelijkheid niet mee. Draag een mond- en neusmasker op plaatsen waar dit verplicht is en vermijd grote bijeenkomsten. En we doen hierbij vooral een oproep naar plaatsen waar takeaway wordt aangeboden. Zorg ervoor dat u steeds op die plaatsen ook de social distancing kan respecteren. Op deze manier kunnen we op een veilige manier genieten van de eerste zon en krijgen we de curve samen naar beneden. Dank u wel en prettig weekend. Goedemorgen iedereen, bonjour à toutes et tous. Quand on suit l'actualité, les déclarations dans la presse, les articles et les cartes blanches sur la pandémie de Covid, on constate ces derniers temps cet oscillement entre pessimisme, par exemple avec l'émergence des variants, et optimisme, avec les chiffres qui se stabilisent actuellement, le lancement des campagnes de vaccination. Et sur la base de cette balance, on se prend à des spéculations sur l'assouplissement ou non de certaines mesures ou sur le calendrier idéal de ces assouplissements. Et c'est clair qu'on espère tous que le calendrier soit le plus court possible. Regardons ce que nous avons vécu tous ensemble ces derniers mois. Et qu'est-ce que l'on voit? Que c'est grâce à nos efforts conjoints que nous avons réussi à agir sur une situation dramatique
pour la transformer en une situation plus soutenable. Cela n'a pas été facile, il suffit de penser aux efforts que nous avons faits pendant les périodes des fêtes, par exemple, et les efforts que l'on fait tous les jours. Mais nous avons réussi. Vous avez fait votre part dans cette mobilisation commune et nous pouvons remercier tout un chacun, des jeunes aux plus âgés, pour ces gestes de solidarité, parce qu'il s'agit avant tout de cela. On n'a pas agi égoïstement pour soi, on l'a fait pour les autres. Grâce à cet effort collectif, nous avons pu faire redescendre les courbes. Nous sommes à présent, depuis quelques semaines, sur ce qu'on appelle un plateau. Un plateau encore un petit peu trop élevé, malheureusement. Comment faire baisser ce plateau maintenant? Un des facteurs critiques de succès pour y parvenir, c'est le même depuis 1 an maintenant. Ce sont nos comportements. Nous avons tous la clé. Notre comportement individuel influe sur les courbes et donc influe sur l'évolution de la pandémie et les mesures à mettre encore en place. Notre comportement et la vaccination et le testing et tracing feront en sorte que le plateau actuel va finir par se creuser. Mais que ce soit clair, c'est ici une histoire de et pas une histoire de ou. C'est bien la combinaison entre nos comportements, les actions de vaccination, de testing et de tracing qui nous permettra de mettre cette crise derrière nous. Nous devons encore tenir bon et rester mobilisés pour le moment. Et donc, par exemple, si nous profitons des premiers jours de printemps, ce week-end, évitons les grands rassemblements ou les lieux ou moments de trop grande affluence. Continuons à appliquer les règles de base. Nous les connaissons maintenant tous par cœur. Se réunir à l'extérieur un maximum 4 personnes, les enfants jusqu'à 12 ans non pris en compte. Garder toujours cette distance de 1,5 mètre, que ce soit entre nous ou dans les zones plus fréquentées, dans la file du marchand de gaufres ou de glace par exemple. Et si cela vous semble nécessaire ou si dans certains cas c'est demandé, portons le masque, toujours dans cette optique de limiter le risque pour l'autre. Ainsi, sans nous empêcher de profiter de ce beau temps, de voir nos proches en sécurité, nous contribuerons à faire descendre durablement les courbes et prendre le contrôle durablement de cette épidémie. Merci à vous. Et on va passer à présent aux questions reçues de la presse. Microbiologiste Herman Goossens indiquait sur Radio 1 que la variante classique disparaîtra et la variante britannique deviendra la mutation dominante à travers l'Europe d'ici mars. Selon lui, cette variante est plus contagieuse et également plus agressive et conduit à plus d'hospitalisations et de décès. Confirmez-vous ces allégations, car jusqu'à présent, seul le degré de contagion plus élevé de la variante britannique était établi. Alors, on l'a dit déjà à plusieurs reprises, il est tout à fait normal dans le monde des maladies infectieuses et entre autres dans le monde de la virologie, j'ai envie de dire encore plus avec des virus à ARN comme celui auquel nous sommes confrontés, d'avoir l'apparition de mutants et qu'il est une loi de la nature que survit celui qui a des avantages sur un autre. Et un des avantages potentiels, bien sûr, d'un mutant, c'est d'avoir une meilleure facilité pour contaminer, se propager et se multiplier. On voit dans beaucoup de pays, comme en Angleterre ou d'autres pays européens, que le variant prend petit à petit plus de place. C'est le cas également chez nous, on l'a dit, même si actuellement, et ça grâce aux mesures qui sont en place déjà de longue date, on est heureusement surpris que l'augmentation est relativement plus lente que celle que l'on avait craint, puisqu'on pensait déjà que ce variant pour fin février, et on approche de fin février, serait clairement dominant dans notre pays. Or, on l'a dit, aujourd'hui, nous sommes à 37% de ce type de variant. Alors oui, il est fort probable effectivement que ce variant, comme peut-être d'autres variants, occupe petit à petit le terrain et repousse les anciennes formes de souches virales à une minorité des cas. La discussion sur la contagiosité, je pense qu'effectivement on est d'accord pour la majorité des auteurs pour dire que ce variant est plus contagieux. La discussion reste actuellement avec un point d'interrogation concernant la virulence, l'agressivité.
les données anglaises qui montrent dans certains sous-groupes de personnes une augmentation des hospitalisations et des séjours en soins intensifs sont toujours l'objet de discussions. Et par exemple, l'OMS n'a pas encore adoubé, si on peut dire, cette notion et reconnu cette notion. Je pense qu'il faut encore regarder ce point avec une certaine circonspection. Microbioloog Herman Goossens gaf aan op Radio 1 dat de klassieke variant zal verdwijnen en dat de Britse variant tegen maart dominant zal worden in Europa. De variant zou niet enkel besmettelijker zijn, maar ook agressiever en leiden tot meer ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Bevestigt u deze beweringen? Tot nu toe ging het alleen over de hogere besmettingsgraad van de Britse variant. Laat ik eerst nog even herhalen dat het, wanneer we spreken over virussen en virale epidemieën, zeker als het om een RNA-virus gaat, dat het heel normaal is dat er voortdurend nieuwe varianten ontstaan. Sommige van die varianten komen en andere varianten gaan. Dat is een dynamisch gegeven en dat gaat continu zo blijven doorgaan. Ook als deze Britse variant dominant zal worden, zal die op een gegeven moment waarschijnlijk vervangen worden door weer een andere variant. Dat op zich is niet uitzonderlijk. Wanneer een variant een bepaald voordeel heeft op zijn concurrerende varianten, ja, dan kan die dominant worden en dan gaat die meer van de besmettingen veroorzaken. En dat is duidelijk het geval met deze Britse variant. Er is vrij veel consensus dat deze Britse variant besmettelijker is dan de meeste andere varianten. Schattingen gaan uit van 45 tot 50% meer besmettelijkheid. Dat betekent dat, en dat zie je ook aan de Belgische gegevens, dat binnen het aantal besmettingen andere varianten minder plaats innemen en de Britse variant dominanter wordt, procentueel meer van de besmettingen veroorzaakt. Initieel gingen de schattingen uit dat tegen eind februari de Britse variant dominant zou geworden zijn. Ondertussen is dat al bijgesteld, want de opmars gaat iets trager dan initieel gevreesd. We zitten vandaag aan zo'n 37% van de besmettingen die veroorzaakt worden door de Britse variant. Dat is wat lager dan we eerst hadden gedacht. En het is nu vooral verder opvolgen hoe dat evolueert. En het zou inderdaad kunnen dat die in de loop van maart dominant gaat worden. Dat is punt 1. Punt 2 betreft de mogelijkheid dat deze variant wat ergere ziekte zou veroorzaken en ook iets dodelijker zou zijn, wil ik heel duidelijk zijn dat dat gaat om heel voorbarige gegevens vanuit het Verenigd Koninkrijk, waarvan de Engelsen zelf zeggen dat daar nog veel onzekerheid op zit. Je mag ook niet vergeten dat in Engeland er een overbelasting is geweest, of een zeer zware belasting van hun gezondheidssysteem, omwille van die erge golf die ze meegemaakt hebben in de voorbije weken. En dan is het ook normaal dat de zorgen minder optimaal zijn. Dat zijn zaken die we ook in België vastgesteld hebben, wanneer je op een piek van zo'n golf zit, dat er soms meer mensen overlijden dan dat in een meer rustige periode zou gebeurd zijn, omdat je bijvoorbeeld een overbelasting op de intensieve zorgen hebt. Het is heel moeilijk om die effecten uit elkaar te gaan scheiden. Men kan dat met bepaalde technieken, maar daar zit nog veel onzekerheid op. Dus op dit moment zou ik dat zeker niet aannemen als een feit. Sommige van die schattingen gaan uit van 30% meer ziekte of dodelijker. Wat betekent dat? Dat in plaats van 1 op 100 overlijdens je bijvoorbeeld naar 1,3 overlijdens op 100 besmettingen zou kunnen gaan. Dat blijft nog altijd een relatief laag aantal. Verder zien we dat die Britse variant niet alleen in België, maar ook in heel wat andere Europese landen in opkomst is. Vertegenwoordigt tussen enkele procenten tot 40-50% van de besmettingen. Maar uit de berichten van al die andere landen, net als in België, blijkt ook dat je met de maatregelen zoals we die nu kennen, ook deze variant perfect onder controle kan houden. Ondanks het feit dat die variant meer en meer besmettingen veroorzaakt, zie je niet alleen in België, maar ook in vele van die andere Europese landen de cijfers dalen. Dus de conclusie is dat de maatregelen, die we tot nu toe al zo goed hebben toegepast en kennen, dat die ook werken tegen die nieuwe varianten. In die zin hoeft dat geen probleem te zijn. Zoals ik ook al vaak gezegd heb, de sleutel ligt in onze handen. Het is het gedrag van mensen dat de curve zal bepalen. En dat zal bepalen hoeveel
ziekenhuisopnames er zijn en hoeveel overlijdens er zijn. Dat wordt niet bepaald door het soort variant. Wij hebben daar de belangrijkste sleutel in onze handen. Volgens professor Dirk de Vroei is er een einde gekomen aan de dalende trend. De dagcijfers zitten volgens hem vandaag op het niveau van 2 weken geleden, terwijl de positiviteitsratio gestegen is naar 6,4%. Betekent dat de daling ten einde gekomen is en we ons aan een nieuwe stijging mogen verwachten? Ik zou eerst een kleine correctie willen toepassen. De positiviteitsratio is 5,2%, niet 6%. Maar het klopt, we hebben dat ook eigenlijk altijd wel gezegd, hè, dat we met het krokusvakantie en ook met de afkoelingsweek in het secundair onderwijs zie je een daling, een scherpe daling in het aantal testen. En dat verklaart ook voor een stuk dat die besmettingscijfers plots een duik hebben genomen. We zien ook dat er heel wat minder besmettingen worden vastgesteld bij kinderen en bij tieners. Dat heeft natuurlijk te maken met die schoolvakantie. Wanneer je kijkt naar andere parameters, zoals de positiviteitsratio, dan zat die rond de 5,2%. Ook de ziekenhuisopnames, zeker de ziekenhuisopnames uit de algemene bevolking, niet die uit de woonzorgcentra, die zijn vrij stabiel gebleven de voorbije weken en ook deze week, deze krokusvakantie. Dus alles wijst erop dat we eigenlijk nog steeds in een soort van plateau zitten met een op- en neergaande beweging. We hebben nu die besmettingscijfers zien dalen. Ziekenhuiscijfers zijn ook licht gedaald. Het is mogelijk dat er nu weer een opgaande beweging komt. We moeten daarmee rekening houden. Zolang dat niet te fel gaat en dat niet een continu opwaartse trend wordt, kunnen we zeggen dat we nog steeds in die plateaufase zitten. Selon le professeur Dirk de Vroei, la tendance à la baisse a pris fin. Selon lui, les chiffres quotidiens sont aujourd'hui au niveau d'il y a 2 semaines, tandis que le taux de positivité est passé à 6,4%. Cela signifie-t-il que le déclin est terminé et que nous pouvons nous attendre à une nouvelle hausse? Alors d'abord, pour commencer, une petite correction. Comme on l'a dit là tantôt, le chiffre de positivité actuel est de 5,2% et pas de 6,4%. On l'a dit aussi, le nombre de tests pratiqués, et ceci essentiellement à cause des vacances, a diminué ces derniers temps. Et donc cette diminution du nombre de tests, surtout chez les enfants, peut jouer un rôle dans les chiffres que nous constatons. Mais il faut constater d'autre part que les admissions à l'hôpital, globalement, venant de la population générale, sont fort stables, qu'on n'a pas d'augmentation à ce niveau-là, et on l'a dit, on a une diminution venant des maisons de repos et de soins. Les premières données sur les derniers jours nous montrent une très légère augmentation du nombre de nouveaux cas. Il n'est pas impossible, comme on l'a aussi signalé, que sur le plateau sur lequel nous sommes, après une petite diminution, nous ayons à de nouveau une petite augmentation, ces petites bosses que nous constatons depuis des semaines et des semaines. Il faudra bien suivre cela de manière à ce que, si nécessaire, on puisse prendre les mesures pour que ces petites bosses ne se transforment pas en choses plus significatives. Concernant la vaccination, confirmez-vous le maintien des 2 doses systématiques en Belgique, contrairement à la France qui se limite parfois à une seule dose, estimant que les anticorps produits sont suffisants? Alors pour commencer, il faut bien noter qu'il s'agit ici d'une discussion qui ne touche que les vaccins à ARN messager. Ceci ne touche pas du tout le vaccin AstraZeneca dont on a amplement parlé aujourd'hui. Deuxième point, il faut noter que la position française d'une seule dose concerne des personnes qui auraient déjà fait un Covid au préalable, se basant sur le fait qu'elles aient eu un test PCR ou antigénique positif ou qu'elles aient eu une sérologie faite montrant des anticorps. La France, par ailleurs, ne demandant pas qu'un dépistage systématique soit fait, mais qu'on tienne compte simplement de ce qui aurait déjà été fait chez l'individu en question. Alors les données dont on dispose actuellement nous montrent qu'effectivement, chez quelqu'un qui a fait un jour un Covid et auquel on donne une dose
de vaccins à ARN messager présente une augmentation extrêmement importante de son taux d'anticorps et d'anticorps neutralisants vis-à-vis de la souche originelle, celle qu'on appelle la souche Wuhan, venant du nom de la ville chinoise où la pathologie a été découverte, donc des souches qui ont envahi notre pays en février, mars, avril l'année passée. Ce taux d'anticorps est considérable, est égal ou même supérieur au taux d'anticorps produit par 2 vaccins chez quelqu'un qui n'aurait pas fait l'infection au Covid. Par contre, nous disposons actuellement de très peu de données. Elles sont limitées à des tests in vitro chez une dizaine de personnes en bonne santé qui avaient fait l'infection et qui ont reçu le vaccin pour nous montrer une efficacité de cette immunité concernant les nouveaux variants. Et on a parlé des nouveaux variants. On vise ici tout spécialement le variant sud-africain et potentiellement le variant brésilien. On sait que par rapport à ces 2 variants, l'immunité induite par la vaccination en 2 doses est suffisante, mais est peut-être un peu moins bonne que par rapport à la vaccination et la protection induite par rapport aux souches originelles. Dans ce contexte où les variants, malheureusement, on vient d'en parler dans les questions, vont augmenter au cours du temps, dans les semaines et les mois devant nous, du fait qu'on ne vaccine pas pour ce qui se passe pour l'instant, mais de ce qui va se passer dans le futur, de l'absence de toute donnée clinique prouvant la validité de donner une seule injection, et devant l'absence de toute donnée in vitro au laboratoire concernant cette validité chez les personnes à risque de plus de 65 ans, qui sont celles qui vont être, à partir de début mars, vaccinées largement dans notre pays par les vaccins ARN messagers, il a semblé au Conseil supérieur de la santé plus sage, par principe de précaution, de garder la vaccination en 2 doses, quels que soient les antécédents du patient. Il faut d'ailleurs noter en Belgique que seuls 15 à 20% des personnes ont présenté une infection et qu'il ne s'agit donc pas là d'un gain potentiel énorme de vaccins qu'on pourra administrer à d'autres personnes. Il s'agit par ailleurs là aussi d'une situation, cette situation différenciée en fonction du fait qu'on a fait la maladie ou pas, qui est très difficile à appliquer dans une vaccination de masse, comme est la vaccination actuelle lors d'une pandémie. Enfin, dernier point, les données recensées actuellement d'effets secondaires chez les personnes ayant fait la maladie et recevant la vaccination, telle qu'elle est appliquée massivement au niveau des États-Unis, d'Israël par exemple, ou qui est liée aux données des études d'enregistrement, ne montre pas une augmentation significative des effets secondaires sévères qui pourraient impliquer que les patients auraient des risques à être vaccinés par 2 injections alors qu'ils ont déjà fait la maladie. Pour l'ensemble des arguments, il nous semble, sous réserve de nouvelles informations, que 2 injections de vaccin à tout le monde est plus sûr pour notre population. Wat de vaccinatie betreft, bevestigen jullie het behoud van 2 systematische dosissen in België. In Frankrijk beperkt men zich namelijk soms tot 1 enkele dosis, omdat de geproduceerde antilichamen voldoende zouden zijn. Ik kan al heel kort beginnen met te zeggen dat we ons in België inderdaad willen houden aan de 2 dosisschema's voor de RNA-vaccins, Pfizer, Moderna en AstraZeneca. Het is belangrijk om nog eens te herhalen dat 2 dosissen absoluut nodig zijn om een optimale bescherming te willen bekomen. Algemeen dan. Na de 2e dosis is de bescherming een stuk beter. Mensen ontwikkelen hogere antistoffenwaarden in het bloed. En we vermoeden ook dat de bescherming een stuk breder is. Dus dat men ook beter zal beschermd zijn na 2 dosissen dan na 1 dosis tegen afwijkende varianten. Denk maar aan een Braziliaanse of een Zuid-Afrikaanse variant. Nu, er is inderdaad wat discussie. Wat doe je met mensen waarvan we met zekerheid weten dat ze in het verleden reeds besmet zijn geweest met het coronavirus? Je zou dan kunnen stellen dat die besmetting de functie kan overnemen van die eerste vaccinatiedosis. En het klopt inderdaad uit enkele studies dat wanneer mensen al eens besmet zijn geweest en ze krijgen een eerste dosis van een RNA-vaccin, we spreken hier dus
specifiek over de RNA-vaccins, dat je dan een veel sterkere respons ziet dan wanneer je een 1 dosis geeft aan iemand die nooit is besmet geweest. Je krijgt hoge antistoffenwaarden die vergelijkbaar zijn met 2 dosissen van het vaccin, misschien zelfs wat hoger. Dat gaat natuurlijk om laboratoriumbevindingen. In hoeverre dat die mensen daadwerkelijk ook beter beschermd zijn na 1 dosis tegen de ziekte, dat weten we nog niet. Dat is een onzekerheid. Daarboven moeten we ook zeggen dat die studies gebeurd zijn bij relatief jonge, gezonde mensen. We weten niet of dat hetzelfde verhaal ook opgaat voor heel fragiele personen, mensen van boven de 65, 70ers, 80ers, of dat die bescherming dan na een besmetting en 1 dosis van het vaccin ook equivalent is als na 2 dosissen. Daarom raden we toch aan om ongeacht de vroegere besmettingsstatus toch te gaan voor 2 dosissen. De bescherming kan er alleen maar beter door worden en breder door worden tegen meerdere varianten. Het is ook belangrijk om te vermelden dat als je zo'n systeem zou gaan toepassen in België, dat de mogelijke winst die je doet op het uitsparen van vaccins relatief beperkt is. We moeten goed beseffen dat momenteel van minder dan 10% van de mensen bewezen is met een PCR-test dat zij besmet zijn geweest met het coronavirus. Dus het gaat dan om die mensen die je eventueel maar 1 dosis in plaats van 2 dosissen zou geven. Dat is minder dan 10% en daar komt dan nog eens bovenop dat het logistiek en administratief heel wat bijkomende belasting zou geven voor de artsen, voor de vaccinatiecentra, om die puzzel in elkaar te doen passen. Het aantal nieuwe hospitalisaties blijft stabiel, maar het aantal patiënten op intensieve zorg stijgt. Hoe komt dat? Zijn mensen zieker dan vroeger of liggen ze sneller op intensieve zorgen? Is er eventueel een link met de varianten? Dat is een terechte observatie. We hebben daar ook over gesproken in onze persconferentie daar juist. We zien inderdaad sinds een aantal dagen dat het aantal patiënten op intensieve zorgen stabiliseert of zelfs licht toeneemt. Dat is niet veel, dat ligt nog altijd iets boven de 300 patiënten. We hebben daar op dit moment geen goede verklaring voor. Er is zeker geen aanwijzing dat dat te maken zou hebben met eventueel varianten die meer ziekte veroorzaken. Want dan zou je in de eerste plaats ook verwachten dat er meer ziekenhuisopnames zijn. En een deel van die mensen dan doorstromen naar intensieve zorgen. Wanneer je kijkt naar de ziekenhuisopnames, dan dalen die eerder. Of wanneer het gaat om ziekenhuisopnames uit de algemene bevolking alleen, zie je eerder een stabilisatie. Een mogelijke verklaring voor die lichte stijging op intensieve zorgen kan zijn dat de mensen wat langer blijven liggen dan enkele weken terug. Dit is nu beter mogelijk dan vroeger, omdat de belasting op intensieve zorgen de voorbije weken geleidelijk aan is afgenomen. Er is minder nood om mensen sneller te ontslaan en ze bijvoorbeeld naar een soort van tussenzorgafdeling te sturen, waar ze ook nog wel intensief opgevolgd worden, maar minder intens dan op intensieve zorgen. Dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn. Maar we gaan dit nog verder moeten onderzoeken. Le nombre de nouvelles hospitalisations reste stable, mais le nombre de patients en soins intensifs augmente. Pourquoi? Les gens sont-ils plus malades qu'avant ou se trouvent-ils plus rapidement en soins intensifs? Y a-t-il un lien avec les variantes? Alors c'est effectivement une bonne observation dont vous a fait part d'ailleurs durant la conférence de presse aujourd'hui. Nous sommes pour les soins intensifs alors qu'on a une lente diminution pour le reste des hospitalisations devant une stagnation ou même depuis quelques jours sur une faible augmentation du nombre d'admissions ou de séjours plutôt en soins intensifs. On n'a pas actuellement une explication qui peut être complètement suffisante et qui remplit l'entièreté des certitudes. Tout ce que l'on peut dire, c'est que s'il s'agissait vraiment d'une virulence, d'une agressivité plus importante du variant anglais, entre autres, le seul significativement présent, on s'attendrait aussi à avoir d'abord une augmentation du total des hospitalisations. Des personnes qui sont en salle normale et qui,
plus rapidement que d'habitude, au bout d'un jour, 2 jours, devraient se retrouver en soins intensifs. Or, on n'a pas cette augmentation, on a une diminution lente, on l'a dit, des admissions globalement à l'hôpital à ce niveau-là. Donc, on n'a pas de preuve actuellement par l'admission globale à l'hôpital que le variant serait plus virulent et serait en cause. Par ailleurs, une possibilité d'explication, c'est que dans les structures actuelles de nos hôpitaux, qui sont bien sûr encore fort occupés avec le Covid, mais nettement moins qu'au préalable, le séjour en soins intensifs plus prolongé, ne fût-ce que pour des surveillances par exemple, puisse être plus facilement autorisé qu'au préalable et que donc les patients y passent un peu plus de temps qu'ils n'y auraient passé si la pression avait été aussi intense qu'elle l'était encore, par exemple, au mois d'octobre ou au mois de novembre. Mais il est clair qu'il faut que l'on suive cette situation et qu'on ait plus de données, par exemple, sur le type de variant chez les patients qui sont présents au niveau des soins intensifs. Merci à vous pour ces réponses. Merci de l'autre côté de l'écran à vous pour votre attention. On vous souhaite un très bon week-end et comme vous le savez, on se retrouve mardi à 11 h pour la prochaine conférence de presse. Au revoir.